Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission que nous avons décidé de tourner depuis le Cameroun, où alors l'équipe d'Abidjan fait des emplettes un tout petit peu dans la ville de Douala, et l'équipe CNN Cameroun a décidé d'assurer cette émission, c'est l'émission de ce jour. À la caméra, Stéphane Ego, assisté l'ingénieur de son maison, aussi bien du Cameroun que de Côte d'Ivoire, à savoir M. Raman Kol. Vous avez fait le très bon choix, je suis Constieka. Dans cette émission, nous allons parler énormément du Cameroun, nous allons parler du Sénégal, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la France, ainsi que de la Guinée équatoriale. Et en grand format, on vous proposera quelque chose d'exceptionnel. Restez les nôtres. D'abord, la Côte d'Ivoire, où déjà arrive à grands pas, à pas de chevaux, la présidentielle 2025. Il y aura comme ça pratiquement un remue-ménage en Afrique en 2025. Ça va des présidentielles au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon et même en Guinée. Nous allons nous focaliser sur la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Parlant de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara est le candidat effectif du RHDP. Désormais, les dés sont jetés. Et tout est clair, selon le porte-parole de ce grand parti politique de Côte d'Ivoire, le RHDP. Monsieur le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, comme pour mettre fin aux spéculations, a annoncé et définitivement, en sa qualité de porte-parole du RHDP, il est monté au créneau. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Edi Vonan, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. À moins d'un an de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, le RHDP intensifie ses efforts. Son porte-parole principal, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a affirmé avec force le bilan du président Alassane Ouattara lors de la réunion du RHDP. Selon le ministre d'État, aucun autre dirigeant n'a autant transformé la Côte d'Ivoire depuis Félix Houphouët-Boigny. Dans cette Côte d'Ivoire, si vous vous amusez à mettre de côté ce que le PDCI RDA du président Houphouët-Boigny et le RHDP du président Alassane Ouattara ont fait, que reste-t-il vraiment qu'on peut mettre au crédit des autres partis existants qui passent leur temps à bavarder à longueur de journée? Dans un discours offensif, le porte-parole du RHDP a attaqué l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, le nouveau président du PDCI RDA en particulier. Le ministre d'État remet en cause leur légitimité à briguer la magistrature suprême. On entend des gens qui annoncent qu'ils sont ou qu'ils veulent être candidats. C'est leur droit. Mais qu'ont-ils fait dans ce pays pour donner du crédit à leurs ambitions? Le premier round d'une campagne qui promet d'être très intense, cette déclaration du RHDP marque clairement ses aspirations pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire et cette annonce, pour que tout soit désormais clair, le président Alassane Ouattara est effectivement candidat et décide de continuer à mener très très loin la barque Côte d'Ivoire. Nous allons au Cameroun. Au Cameroun, le pays présidé par son Excellence, le président Paul Biya, du haut de ses 91 ans, a décidé de faire des choses pour le bonheur des Camerounais, de signer des actes. Comme je le disais, au Cameroun, nous allons parler de Ndolé City. Le lancement officiel de la nouvelle cité Ndolé City, c'est bien le 17 et 18 décembre dans la capitale camerounaise. Un projet colossal d'une ville futuriste. Ndolé City, une marque déposée camerounaise, sera située aux enclavures de Douala, plus précisément après le fleuve la Dibamba, dans la région du littoral, département de la Sanaga maritime. Ndolé City est le projet pilote du programme World Dream Investment,
de Grand Impex Trading Ltd, une innovation sous-régionale majeure dont la réalisation impacte les volets essentiels du développement économique et social du Cameroun, appelé le continent. Reportage Stéphane Negou, fidèle, reportage spéciaux du CNN au niveau du Cameroun. Séverin Tchatchoua, l'homme des sons, très exigeant dans le son. Il y avait aussi à ses côtés Charlotte Abdoulaye pour la précision de la voix et Marcel Bassolé, sans oublier Eric Bikek à la post-production. En décembre 2024, le promoteur de cette ville futuriste, M. Junior Ngosso Abraham, présentera sa maquette. Au bout de 14 ans, le projet Ndolé City devient progressivement une réalité. Le rêve porté par ce quadragénaire prendra corps à Dikoum, dans la commune de Dibamba, région du littoral, établie sur une superficie totale de 1500 hectares. Le 25 juillet 2024, après la visite du site d'implémentation par les autorités administratives, le promoteur va dévoiler la maquette du projet Ndolé City au mois de décembre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Une promesse faite aux journalistes et aux hommes des médias le 27 août 2024 à Douala, capitale économique du Cameroun. Au cours d'un dîner de presse auquel a pris part Madame le délégué régional de la communication pour le littoral, des membres de l'équipe locale de pilotage du projet, ainsi que des associés et de nombreux invités. Lors de ce dîner de presse, l'ingénieur financier a brièvement abordé l'origine de ce projet important qui bénéficie du soutien du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. En effet, le chef de l'État camerounais a instruit le ministre des Finances, par le biais d'une correspondance du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, M. Samuel Vondo Ayolo, d'examiner attentivement avec les administrations compétentes les conditions d'émission d'un droit de tirage de 6 000 milliards de francs CFA sollicité par le président directeur général de The Grand Impex Trading Ltd, World Dreams Investments. Il est clair que cette ville futuriste aspire à être éco-touristique et digitale et les acteurs impliqués lors de ce dîner de presse ont été séduits par ce projet d'envergure qui aura des retombées économiques exceptionnelles, ce qui a donné lieu à la signature et à la remise des conventions à ces nouveaux partenaires. En résumé, le projet de Ndolé City devrait entraîner une croissance économique importante et attirer environ 5 millions de touristes chaque année, ainsi que 1200 entreprises et plus de 2 millions d'emplois indépendants. Le projet Ndolé City aura un impact positif sur l'économie camerounaise et sur le niveau de vie des habitants. En travaillant en collaboration avec les autorités, les équipes de ce projet assurent la sécurité des terrains nécessaires à sa réalisation et étendent cette vision futuriste à l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est un message fort d'espoir que nous envoyons à l'ensemble des Camerounais. C'est un message d'encouragement et c'est un message qui démontre que avec la solidarité, avec la patience et l'expérience, avec l'encadrement dont on bénéficie aujourd'hui, des choses peuvent se réaliser. Effectivement, en décembre, on souhaite que la maquette soit présentée, mais ce n'est pas un souhait qui nous concerne seulement, parce que le gouvernement doit être représenté à un très haut niveau. Donc on espère que les agents vont concorder avec nos souhaits. J'enchaîne pour dire que c'est un projet de tous les Camerounais. Vous avez vu dans la salle, et ceux qui ont pensé au départ le projet, ceux qui ont développé, c'est des Camerounais, 100% des Camerounais. On reste toujours au Cameroun pour parler cette fois du grand argentier qui fait une mise au point à l'Assemblée nationale camerounaise. L'argentier de la République du Cameroun, le très brillant et jeune ministre des Finances du Cameroun, M. Lipol Motazé, a répondu du haut du pupitre de l'Assemblée nationale du Cameroun à des invectives à tort de l'honorable Cabral Libi. Le ministre des Finances a rappelé que le Cameroun est classé parmi les 10 premières nations les moins endettées d'Afrique. C'est à une leçon d'économie et de gestion des finances de l'État du Cameroun que M. Lipol Motazé, ministre des Finances de la République du Cameroun, s'est adressé aux députés à l'Assemblée nationale camerounaise et ainsi mettre fin à une certaine délation. Reportage depuis l'Assemblée nationale, Stéphane Negou, assisté comme ça d'Eric Bikek avec la
collaboration de Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le ministre des Finances du Cameroun, M. Louis-Paul Motazé, fait preuve de maîtrise des dossiers financiers de l'État, dont certains éléments ont échappé aux députés, proférant des éjectives vaines qui ne les honorent pas et sont démontés une à une par des éléments convaincants dignes d'un haut praticien des finances étatiques avec des preuves irréfutables qui attestent la maîtrise de tous les aspects des finances. Monsieur Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun, aguerri à la haute finance d'État, là où certains députés s'exercent par des affirmations dénuées de toute connaissance de la haute gestion des ressources financières d'un État et ses atouts. D'abord, quel est au juste l'objectif de la loi de finances? Le gouvernement, comme vous le savez, honorables députés, travaille depuis un certain temps pour résoudre les problèmes qui se posent à notre économie. Peut-être faut-il le rappeler. On a souvent tendance à oublier que l'État du Cameroun, comme d'autres États d'ailleurs, fait face à un certain nombre de vents contraires qui l'empêchent de poursuivre la trajectoire qu'il s'est fixée. C'est ainsi que l'honorable Cabral Léby, et je crois d'ailleurs l'honorable Nietzsche, sont revenus sur les objectifs de la SND 30 en disant, mais vous avez dit que le taux de croissance, il faut un taux de croissance de 8% et on est qu'à. Comme si c'était une décision administrative du gouvernement. Non, nous avons effectivement dit que il fallait un taux de croissance supérieur à 8% pour atteindre un certain niveau de développement. Mais honorable Cabral, il ne vous a pas échappé que même depuis le document de stratégie de croissance et l'emploi et la SND 30, des choses sont arrivées. L'économie mondiale, c'est ça. Le gouvernement a-t-il inventé la pandémie du coronavirus? Non. Le gouvernement a-t-il inventé ou créé ou provoqué la guerre russo-ukrainienne? Non. Mais c'est des choses qui sont arrivées que nous appelons des vents contraires et qui nous amènent là où nous sommes. Ça a commencé avec la DSC, et je voudrais d'ailleurs, avec le DSC, je voudrais d'ailleurs dire, parce que on n'est pas souvent très juste avec le gouvernement, en oubliant de rappeler que dans les années 2015, le taux de croissance au niveau du Cameroun a atteint un taux de presque 7%. 7%. On allait tout droit vers l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis est arrivé ce qui est arrivé et qui a fait que entre la baisse du prix du pétrole, entre la situation sécuritaire dans tous les États de la sous-région, les États de la CEMAC ont dû conclure des programmes avec le Fonds monétaire international parce que tout a été chamboulé. Non, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire à la SND 30, vous avez décidé de faire ceci, mais le taux, et vous parlez de 4,1%, mais c'est la réalité de la conjoncture économique et nous essayons de travailler pour essayer de réduire tout cela. Bon, honorable Cabral, vous avez également dit, je vais aller très vite sur cette question-là, pourquoi emprunter alors que les voleurs sont connus? Bon, honorable Cabral, je crois qu'il faut aussi dire un certain nombre de choses simples, et je vais être très bref là-dessus. Il y a une seule personne qui est capable d'appeler quelqu'un voleur, une seule personne, c'est le magistrat. C'est le magistrat. Le reste, c'est du populisme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut dire, toi es voleur, toi tu es voleur, etc. Mais c'est le magistrat qui doit constater l'infraction pénale qu'on appelle le vol et dire qui est le voleur. Donc, laissons les magistrats le dire quand ils le diront. Le temps de la magistrature n'est pas le temps du populisme. Peut-être que moi, je souhaiterais qu'une affaire aille vite au tribunal. Le magistrat, lui, sait comment ça se passe. Moi, je ne suis pas magistrat et je ne sais pas comment ça se passe. Donc, laissons les magistrats dire qui sont les voleurs et quelles sont les sanctions éventuelles qui pourraient leur être appliquées. Vous avez également, vous parlez de la création des impôts. Pas seulement vous, mais il y a beaucoup de questions qui étaient de dire vous augmentez les impôts. Honorable Cabral, moi je n'ai pas vu les impôts dont vous parlez. La loi de finances n'a pas créé d'impôts. Et je remercie d'ailleurs l'honorable Soma Bongono qui l'a dit, n'a pas créé les impôts.
nous essayons d'élargir la masse imposable, l'assiette fiscale. C'est ce que nous essayons de faire. Faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes qui supportent le poids fiscal. Bon, et en plus, peut-être faut-il aussi dire à quoi servent les impôts. Je remercie là encore l'honorable Essomba Bongono qui a fait un point là-dessus. Honorable Cabral, croyez-vous qu'il soit possible, en même temps, le ministre des Travaux publics vient de passer devant vous, en même temps de souhaiter avoir plus de routes bitumées, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, et quand vous auriez même des écoles, plus d'enseignants, etc., et de ne pas pouvoir les financer? Est-ce que c'est possible? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Il faut le financer. Bon alors, vous allez me dire, et c'est ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la dette. Alors, est-ce qu'il faut recourir à la dette? La position du pays, vous la connaissez, la position du gouvernement. Ne pas trop s'endetter. Nous sommes à 40% du produit intérieur brut, on en a déjà beaucoup parlé, c'est un très bon score qui fait en sorte que le Cameroun, faut-il le rappeler, est classé parmi les 10 pays les moins endettés d'Afrique. Donc, ne nous endettons pas beaucoup. Ok, si on ne recourt donc pas beaucoup à la dette, il reste quoi? Honorable Cabral Libi, mais il reste ce qu'on appelle les recettes internes ordinaires. Et c'est là la force. Il faut savoir dire les choses. Du Cameroun, vous êtes en train d'examiner la loi de finances, mais relisez bien la loi de finances. Les recettes internes, si on ajoute les dons, nous sommes à plus de 5 000 milliards de francs CFA pour un budget de plus de 7 000 milliards. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre budget est financé à 70%. À 70% par les recettes internes ordinaires. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je voudrais vous dire que d'autres pays, et même en Afrique centrale, ont des budgets qui sont financés à 60% par la dette. D'autres à 85% par le seul produit du pétrole. Et nous savons ce qui peut se passer s'il y a le yo-yo, si le prix du pétrole baisse. Donc ça veut dire qu'il faut encourager l'augmentation des impôts. Bien sûr, en faisant en sorte que la répartition de cette charge ne pèse pas sur les mêmes. Et c'est ce que nous faisons. Et je voudrais aussi vous assurer qu'avant de venir vers vous, avant de préparer la loi de finances, nos collaborateurs, à savoir les impôts, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes, ont reçu des instructions pour rencontrer nos partenaires sociaux, pour rencontrer le partenariat, pour dire nous voulons faire ceci, et nous discutons sur les mesures nouvelles, les impôts et taxes à créer. Il nous arrive de leur donner raison, il nous arrive de rejeter certaines de leurs propositions, mais voilà ce que nous faisons. Donc ne racontons pas ce qui n'est pas vrai. On n'a pas créé d'impôts nouveaux, mais nous avons essayé, et vous êtes d'ailleurs revenu sur le fait, mais pourquoi avez-vous présenté une loi sur la fiscalité locale alors qu'on aurait pu mettre tout cela dans la loi de finances? Mais vous êtes bien placé, honorable Cabral, pour savoir que non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale, et même certains de nos partenaires techniques et financiers attendaient l'avènement de la fiscalité locale. Attendaient. Bon, on aurait pu fondre tout cela dans la loi de finances. Ça semblait être votre souhait. Nous avons pensé que pour quelque chose d'aussi important que l'avènement d'une fiscalité locale, parce que nos collectivités territoriales décentralisées ont besoin de ressources, il fallait effectivement montrer qu'il y a la fiscalité locale. On attend ça depuis 3 ans. Bon, la loi sur la fiscalité locale est là. Et comme vous avez, pas comme vous, je veux dire vous et l'honorable Nietzsche, vous êtes également revenu sur les problèmes de pouvoir d'achat des populations, etc., etc. L'inflation et tout. Bien, honorable Cabral, le gouvernement n'a jamais caché les difficultés. Le gouvernement n'a jamais refusé de voir que l'inflation est forte. Le gouvernement ne l'a jamais caché. Le gouvernement, pour cela, a d'ailleurs, notamment, lorsqu'il y a eu augmentation des prix du pétrole à la pompe, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, commençant par le relèvement des salaires. Vous le savez. Vous le savez. Mais le gouvernement agit sur d'autres choses.
le gouvernement essaye de maintenir les prix où ils sont. D'abord par l'augmentation de la production agricole halieutique, c'est dans le projet de loi de finances qui vous est soumis, mais également pour faire en sorte que les populations payent moins que ce qu'elles devraient payer. Vous avez dû lire comme moi, d'ailleurs le ministre du Commerce est là, nous avons tous lu un communiqué qu'il a diffusé disant qu'il a discuté, je crois, avec deux cimentiers et qui acceptent de baisser le prix du ciment. Mais honorable Cabral, vous devrez applaudir des deux mains. Des deux mains. Parce que moi, je tiens à vous dire, avec le coronavirus, le prix du clinker sur le plan mondial a augmenté de plus de 70%. Et le clinker, c'est la matière première qu'on utilise dans la production du ciment. Alors, quand le prix du clinker augmente de 70%, les taux de fret augmentent de plus de 80%, qu'est-ce qui devrait se passer dans une économie normale, dans une situation d'économie pure et parfaite, comme on dit? C'est que toutes ces augmentations soient imputées sur le prix final. Que va subir le consommateur? Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. C'est-à-dire que malgré la logique économique qui veut qu'il y ait cette augmentation, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère du Commerce notamment, on travaille pour négocier tout le temps avec les opérateurs économiques pour ne pas imputer. Et c'est difficile. Vous avez vu tout le débat sur la bière. Certains ont voulu augmenter rapidement et on a suivi ce que le ministère du Commerce a fait. Tout ça, c'est des actions que le gouvernement essaie de mener pour maintenir le pouvoir d'achat. Voilà une très belle mise au point du ministre des Finances. Un argentier, quelqu'un qui a guéri à la gestion, à la chose économique, à la chose financière, qui répondait comme ça aux honorables de l'Assemblée nationale camerounaise. Nous quittons le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, juste après la réclame. En Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara. Bravo, Président, et merci pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne et le reflet de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accordé une audience au directeur général du groupe de téléphonie mobile, MTN. Et nous en font écho, l'équipe de reportage spécial du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Ousmane Koulibaly, Lévité Divonan, Gérard-Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, toujours à la précision du son, et Marcel Bassolé. C'est à 11h07 que la délégation conduite par M. Ibrahim Konaté Khalil, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, est arrivée au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour un entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Un entretien qui aura duré une trentaine de minutes le lundi 9 décembre 2024 à la résidence présidentielle à Cocody Golf, Abidjan. Dans cette délégation du ministre de la Nouvelle Technologie, le directeur général du groupe MTN, M. Ralph Moupita, le directeur général du groupe MTN s'est dit impressionné par la vision du chef de l'État ivoirien sur le développement économique ainsi que les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Monsieur Ralph Moupita a ensuite réaffirmé l'engagement de son groupe à continuer d'œuvrer au développement du secteur du digital dans notre pays et à investir plus de 300 millions de dollars US sur les 3 prochaines années dans les différents types d'infrastructures pour améliorer la connectivité. Nous avons réaffirmé notre engagement à continuer à développer le secteur du digital en Côte d'Ivoire et notamment nous nous sommes engagés à continuer à investir abondamment en Côte d'Ivoire. Sur les 3 prochaines années, nous allons investir au minimum 300 millions de dollars dans différents types d'infrastructures pour développer la connectivité. Le directeur général du groupe MTN a en outre évoqué les projets du groupe en Côte d'Ivoire, notamment le développement de la connectivité et de l'intelligence artificielle, la couverture réseau des zones rurales et frontalières, ainsi que la création d'opportunités d'affaires pour les jeunes dans le secteur du digital. Lorsqu'on parle de digital économie, on parle de créer des opportunités d'affaires et notamment pour les jeunes. Nous avons également parlé de nos initiatives qui concourent à développer la jeunesse ivoirienne pour qu'elle puisse capturer
tout le potentiel qu'il y a dans le digital en termes de création de contenu, en termes de développement de start-up dans ce secteur qui vont appeler à grandir et à fournir des services et des biens à nos populations. Nous avons parlé donc de l'intelligence artificielle et naturellement, en tant qu'opérateur africain, nous voulons contribuer à l'émergence de compétences dans ce secteur-là pour l'Afrique et nous serons heureux de travailler avec le gouvernement ivoirien dans ce sens. Il convient de souligner que M. Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, ainsi que M. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la transition numérique et de la digitalisation, ont participé à cette entrevue. Son Excellence le Président Alassane Ouattara a tenu à remercier ceux-là même qui font l'économie. Quand on connaît les prouesses de la téléphonie mobile, on ne peut que se réjouir. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour un pays frère. Sur les bords de la Teranga, nous allons faire un tour au Sénégal. Au Sénégal, quand on sait que ce pays est dirigé par le très jeune et brillant Bassirou Diomaye Faye, on peut simplement se réjouir de tout ce qui se fait au jour le jour. Un retentissant scandale entre Eramet et le Sénégal fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Reportage Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Gozo Ishra, Marcel Bassolé. Le scandale qui secoue le pays de la Teranga concerne Eramet au Sénégal. Les médias du monde entier se ruent sur les informations disponibles en source ouverte. Ce que l'on peut considérer à juste titre comme une saga, ou plutôt le feuilleton de cette fin d'année 2024 au Sénégal, et qui n'est qu'à ses débuts, ne fait que commencer. Si la situation ne semblait pas aussi urgente pour l'indépendance stratégique du Sénégal, et notamment en ce qui concerne les ressources du Sénégal en eau et les impacts potentiels sur le secteur agricole des Niayes. Si la population n'était pas obligée de boire de l'eau qui semble totalement impropre à la consommation depuis les années dans l'indifférence la plus totale. Si un joyau du tourisme mondial n'était pas en train de disparaître complètement de la surface de la Terre, le désert de Lompoul. De nombreux téléspectateurs et internautes se découvrent très intéressés par cette actualité brûlante de AfriGreen qui souhaite obtenir des réponses sur la gestion des urgences et ce qu'il se doit. En attendant, force à toutes les personnes et aux médias pour leur soutien à cette cause juste pour le bonheur du peuple sénégalais et de ses habitants. Nous quittons le Sénégal, je l'ai dit tantôt, que le Cameroun va rythmer ce programme. Et c'est vrai, nous sommes au Cameroun pour cette édition, fiers d'être dans le continent, avec toute l'équipe de CNN Cameroun, pour vous offrir ce programme qui est pratiquement un tout petit peu l'avant-dernier du genre pour l'année 2024. Je vous retrouve juste après la réclame. Je vous ai dit tantôt qu'on irait au Cameroun. Au Cameroun, le pays dirigé par le patriarche Paul Biya. Et dans ce pays, les choses se font. Sous la coupe d'un ministre jeune brillant, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, ce que sous dessus on appelle plus simplement ministre de la Défense. Au Cameroun, il est ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense nationale. Son nom à lui, il faut le retenir désormais, vous qui nous regardez du côté de Denver, du côté de Kuala Lumpur, du côté du Québec. Son nom à lui, c'est M. Betty Assom. Lorsqu'un ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense met en exergue les actes au profit des forces de la défense du Cameroun, initié par le président de la République camerounaise, chef suprême des armées, M. Paul Biya, et sous la supervision rigoureuse de M. Betty Assom, ministre de la Défense du Cameroun. Et cette supervision n'a pas échappé à la caméra de Stéphane Négou, assisté comme toujours à la prise de son de Séverin Tchatchoua, avec un regard pointu de Gérard Richard Gozo et surtout la très belle voix de Charlotte Abdoulaye. À la post-production, Éric Biquek. Peut-on dire sans se tromper que le maître d'ouvrage de ce nouveau campus est bel et bien le non moins méticuleux M. Joseph Betty Assom, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense nationale.
Eh oui, ce projet décidé par le chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence Paul Biya, dans sa réalisation, est une prouesse rendue à 10 mois après le lancement des travaux. Tout nouveau campus interarmé du Cameroun, situé dans l'arrondissement de Hawaï et principalement dans la localité de Ekumabang, jaillit de terre et composé de bureaux, réfectoires, salles de classe et dortoirs pour élèves officiers mixtes, ceci pour le grand bonheur de l'égalité du genre. Ces réalisations donnent déjà fière allure, comme l'atteste ici M. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense du Cameroun, en visite de coordination sur le site. La phase actuelle du chantier était prévue pour une durée de 24 mois. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois seulement. Le rythme d'exécution du chantier, lui, il est en avance. Les infrastructures dédiées à la formation des premières années de l'école militaire interarmée en sigle l'EMIA sont à l'honneur du génie militaire dans son exécution, dont la première phase des travaux est déjà terminée. Nous allons anticiper les calendriers qui étaient prévus pour permettre à l'année probatoire, qui est la première année des élèves officiers dans une académie militaire, que l'année probatoire soit délocalisée de Mélène dès l'année 2025. Pour la suite et fin des travaux, le génie militaire dans la rigueur et l'essence même de la formation s'attelle autour des servitudes internes à l'espace réservé pour cette réalisation avec une collaboration paisible des autochtones de cette contrée, comme l'atteste ici le ministre de la Défense, M. Joseph Betty Assomo, qui veille au grain pour la réussite de ces travaux. Nous voulons saisir cette occasion déjà pour remercier les populations de cette contrée qui ont collaboré avec le ministère de la Défense. Les diligences foncières sont terminées. Les indemnisations sont entièrement payées. Le ministre de la Défense, M. Joseph Betty Assomo, s'est assuré de toutes les indemnisations payées pour la réalisation de ce vaste projet de modernisation et de développement au profit des forces de défense de la République du Cameroun, initié par le président Paul Biya, chef de l'État, chef suprême des armées de la République du Cameroun. Voilà qui fera plaisir comme ça aux premières années de l'école militaire interarmes du Cameroun. Une école qui, il faut le rappeler, a vu de nombreuses formations. À titre de rappel, le président Blaise Compaoré est passé par cette école baptisée en sigle l'EMIA. Nous quittons le Cameroun pour le Tchad. Nous sommes au Tchad, ce pays présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président élu, il faut le rappeler, de la République tchadienne. Et au Tchad, il s'est tenu une réunion de suivi, d'évaluation autour du président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président élu, comme je le rappelais tantôt, de la République du Tchad. Avec son équipe, Meïla Garizamoto, ils ont traversé le Lagone et Charé. Lui, c'est Stéphane Higou qui était à la caméra, a assisté tout simplement de son preneur de son, à savoir Séverin Tchatchoua, la voix de Charlotte Abdoulaye et à la post-production Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé au palais Toumaï une réunion de suivi et évaluation consacrée à la construction des infrastructures et de désenclavement du pays. La réunion s'inscrit dans le cadre du suivi par le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, de la mise en œuvre de son programme politique, notamment l'état des lieux des projets de construction d'infrastructures de développement, 8e chantier de ce programme politique. Elle a regroupé le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, M. Aziz Mahamad Saleh, la secrétaire d'État en charge de l'entretien routier, Mme Awa Amadaï Abdelkerim Bakit, les techniciens de leur département, ainsi que les proches collaborateurs du chef de l'État. Dans son programme politique décliné en 12 chantiers et sans action, le chef de l'État du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, s'est engagé à transformer le Tchad en un vaste chantier routier avec la construction de 7000 km de routes pour le désenclavement. Ce mercredi 11 décembre 2024, le président de la République a convoqué les responsables du ministère des Infrastructures et du Désenclavement à l'effet de faire un état des lieux sur la mise en œuvre de cet engagement. Dans un pays sans façade maritime comme le Tchad, la construction des infrastructures dédiées au désenclavement concerne principalement le bitumage de nouvelles routes, la construction des ouvrages d'art, la réhabilitation des voies dégradées ou encore l'aménagement et ou construction des pistes rurales et de voiries urbaines. La réunion a permis de faire un tour de tous les engagements contenus dans le chantier 8 du programme politique du chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a clairement rappelé au ministre et ses collaborateurs qu'il tient à l'exécution de ses promesses. Nous avons pris des engagements certes ambitieux, mais chiffrables.
Ces engagements doivent être réalisés dans le temps accordé. Passer du simple au double pour notre réseau routier à l'échelle nationale dans un laps de 5 ans est un engagement de taille qui implique un investissement considérable, des ressources importantes et un suivi constant. Faisant un état des lieux, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, M. Aziz Mohamed Saleh, a présenté au chef de l'État la cartographie des projets routiers, les missions assignées, les moyens déployés, les projets prioritaires, la mise en œuvre du chantier 8, les difficultés rencontrées et les suggestions. S'agissant des moyens, le ministre a déclaré qu'en 2024, son ministère a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 198 milliards de francs CFA contre 200 milliards prévus pour 2025. Sur l'ensemble du territoire national, 1002 km de routes sont en cours de bitumage, 5586 km sont réalisés pour les 5 ans. À cela s'ajoutent 25 000 km de routes et de pistes rurales à construire, dont 1340 déjà réalisées dans le Mandoul, le Guéra et le Wadi Fira. S'agissant des voiries urbaines, 153 km sont déjà en construction à Djamena et 103 km dans le Tchad profond, notamment à Amjaras, Faya, Koumbra, Doba, Sar, Bongor, Mosoro et Mongo. Le ministre des Infrastructures a également annoncé le démarrage dès la semaine prochaine des travaux de construction du tronçon Kelopala-Léré, la réhabilitation de la route Jarmaya-Dandi en 2025. Le président de la République a donné des instructions fermes pour l'accélération de la construction de la pénétrante nord de Djamena, les tronçons marchés à 1000 ronds-points du 10 octobre, rond-point double voie au Palais de la Démocratie et une étude solide sur la construction d'une berge sur les fleuves Chari et Logone à l'effet de prémunir de futures inondations comme c'est le cas cette année. À son rythme, le Tchad avance tel que rêvé par le président de la République, son excellence Mahamat Idriss Déby Itno, dans son programme politique. Programme dont il a décidé de suivre personnellement l'exécution. Toute dérobade et barre ou malfaçon dans l'exécution des travaux sera sévèrement sanctionné, a prévenu le chef de l'État. J'exige des résultats tangibles, mesurables et quantifiables dans l'exécution des engagements pris dans le cadre de mon programme politique quinquennal. Tout en remerciant cette brillante équipe de CNN Cameroun et qui rivalise fort bien avec CNN Côte d'Ivoire. Nous allons quitter le Tchad pour le Cameroun. Mais avant, il est temps de vous présenter notre partenaire officiel qui forme désormais des Africains. Au sens large du terme, à travers son université, université qui met un accent sur la formation pour ne pas faire des futurs chômeurs. Cette université, c'est l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant l'Université internationale de Libreville, qui a des professeurs aguerris et des alliances avec d'autres universités phares dans la planète, on peut tout simplement dire que ça a été une idée, je dirais, divine, comme ça pour le docteur Marie-Madeleine Boranzo, qui a tenu de main de maître pendant plusieurs années pour la santé et je dirais encore le bonheur du peuple gabonais, la Cour constitutionnelle gabonaise qui n'est autre que le corps de garde. Et dans chaque nation, dans certains, ça
s'appelle le Conseil constitutionnel, mais au Gabon, la Cour constitutionnelle. Docteur Marie-Madeleine Borancho, l'histoire le retiendra. Ça, il faudrait bien le savoir, que dans ce pays, université de qualité, avec des professeurs aguerris à la chose universitaire, une formation de qualité qui forme des étudiants qui sont aptes tout de suite à arroser comme ça le système du travail en Afrique. Et surtout permettre aux familles d'avoir la même formation pour leurs enfants que l'Hexagone et de les avoir à côté. On se retrouve juste après la réclame. Après cette réclame, et surtout, je disais tantôt, notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui fait de la formation, qui fait surtout de la formation une priorité. Nous allons au Cameroun, juste après la réclame. Au Cameroun, baptisé pour les Camerounais, ils sont là autour de moi, ils me regardent les yeux grands ouverts, le continent. Et oui, c'est le continent, le Cameroun. Et dans ce pays, présidé depuis de longues dates et de très bonnes mains par le président Paul Biya, président de la République du Cameroun. Au Cameroun, la capitale économique est située dans la région du littoral et c'est tout simplement Douala. Et le gouverneur, son Excellence Samuel Iva Diboa, fait des prouesses. Elle est présente partout pour essayer d'encourager les Camerounais qui ont des idées merveilleuses et magnifiques pour le bonheur de leurs compatriotes. Le gouverneur de la région du littoral à Douala, capitale économique de la République du Cameroun, M. Samuel Dieudonné Iva Diboa, soutient le SIAP Pharma au Cameroun, qui récompense son personnel par de remises de médailles. Fidèle à ses préoccupations, Stéphane Négou est toujours à l'assaut pour donner un éclat et surtout faire écho de tout type d'événements qui touchent pratiquement sa sphère, à savoir la région de Douala. Et il a été présent avec la complicité de Charlotte Abdoulaye à la prise de son, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. C'est un rappel pour nous tous que grâce à la passion, à la détermination et au travail collectif, nous pouvons tous contribuer à bâtir un monde meilleur. Chers collaborateurs, au nom de tous, recevez ces médailles comme le symbole de notre respect et de notre admiration. Et nous sommes fiers de vous compter parmi vous. Merci. Et encore toutes mes félicitations. Le 6 décembre dernier, SIAP Pharma, Société interafricaine de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, a organisé la cérémonie officielle de remise des médailles à son personnel dans un hôtel de la place de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Cérémonie que présidait le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Diboa, accompagné de son état-major, a connu la présence de M. Mam Olivier, superviseur général de SIAP Pharma, de Mme Jomo Yolande, DG de SIAP Pharma, ainsi que du personnel de SIAP Pharma, des amis et connaissances, des membres de la famille des récipiendaires et des invités de marque. Et ils ont respectivement reçu des mains du numéro 1 de la région du littoral, des médailles d'argent et de vermeil sous les acclamations de leurs amis et collègues. Pour l'entreprise SIAP Pharma, ce moment représente la reconnaissance du travail remarquable et l'influence positive de son personnel sur l'entreprise. Ce sont en fait les valeurs de persévérance, d'engagement et de loyauté qui sont célébrées ici par cette entreprise au service de la santé. Pour le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Diboa, il est essentiel que ces distinctions favorisent un engagement accru au travail afin de demeurer des modèles pour les jeunes générations. La médaille d'honneur du travail doit être, pour ceux qui sont bénéficiaires, un engagement à pouvoir travailler mieux parce que vous devenez des ambassadeurs par rapport à ceux qui commencent à faire des pas dans ce milieu et ceux qui vous regardent comme des exemples à suivre. Dans les entreprises aujourd'hui, il n'est pas toujours aisé de trouver des personnes qui sont prêtes à céder la main ou des personnes qui sont prêtes à former les autres. Les réjouissances entre l'administration et son personnel, assistés de leurs amis et familles, ont précédé la cérémonie protocolaire. C'est d'abord beaucoup de joie. Beaucoup de joie, c'est le travail d'un aboutissement. Et vraiment, je suis contente déjà pour mon personnel, pour l'entreprise de SIAP Pharma, d'avoir cru en ces personnes. Tout ce temps qu'ils ont passé auprès de moi, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Et voilà quoi. Donc c'était important pour moi de les honorer. Le premier sentiment qui me traverse, c'est le sentiment de fierté, premièrement, et le sentiment de dur labeur. Au bout du compte, j'ai eu ce que la nation a prévu pour le dur travail qu'on fait pour notre nation. Et je pense que, en ce qui me concerne personnellement, j'ai trouvé une équipe très jeune quand j'arrivais dans cette structure. Et je m'y suis attelé. J'ai appris, j'ai beaucoup appris auprès de tous ceux qui étaient là. C'est vrai que je ne savais pas l'idée principale du projet, mais je m'y suis accroché dans des petites formations ici et là. Mais aujourd'hui, ça a payé. Il est important de se rappeler que Siap Pharma est une entreprise spécialisée dans la réparation, l'approvisionnement en médicaments au Cameroun et ailleurs, ainsi que dans la parapharmacie. Restons toujours en Afrique centrale, on va quitter le Cameroun, mais là on est obligé d'aller en avion ou encore en voiture. C'est vrai que la route est très bonne, la route qui relie le Cameroun et ce pays qui n'est autre que le pays présidé par son Excellence Oligui Nguema, chef de l'État de la République gabonaise. Dans ce pays, quelque chose de fabuleux s'est produit, c'est une commémoration de par déjà son ordre religieux, à savoir un chrétien catholique. Il s'est rendu en France. La raison, c'est dans un instant, juste après la réclame. Je disais tantôt qu'il s'était rendu en France accompagné de son épouse, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a assisté à Paris à la réouverture de l'église Notre-Dame de Paris. En bon chrétien catholique, aux côtés de son épouse, le chef de l'État gabonais a marqué de sa présence et celle de son épouse à cette messe d'action de grâce. Teddy nous a fait écho avec la complicité des servants Tchatchoua, Gérard Guzo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. La cathédrale Notre-Dame de Paris, après 5 ans de restauration suite à l'incendie de 2019, retrouve son rôle de lieu de culte et symbole de l'architecture chrétienne. Le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, a assisté à l'office de réouverture, ainsi que plusieurs autres chefs d'État, tels que Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, le président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le moment clé de cette cérémonie a été le rite d'ouverture de la porte de ce haut lieu de la religion catholique en France, où le chef de l'État gabonais, le général de brigade, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que la première dame Zita Oligui Nguema ont pris part. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Le rite initial de l'ouverture des portes de la cathédrale Notre-Dame de Paris a laissé place au retell du Grand Orgue, le chant de l'office, puis la bénédiction finale par l'archevêque de Paris et le chant de Te Deum. La célébration constitue également une occasion de rendre hommage à toutes les personnes bienveillantes qui ont contribué à la restauration de ce monument emblématique. Je me tiens devant vous avant que ne commence la liturgie pour vous dire la gratitude de la nation française. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Gratitude à l'égard de tous ceux qui sont présents au moment où nous nous apprêtons à la rendre aux catholiques, à Paris, à la France et au monde entier. La cathédrale Notre-Dame de Paris est un trésor du patrimoine culturel français et mondial. Elle est l'une des plus anciennes cathédrales gothiques de France, dont la construction a commencé en 1163 et a été terminée en 1345.
Plus besoin de vous rappeler que désormais, dans cette émission, il y a toujours un pays qui vous est présenté de long en large. C'est une complicité que j'ai comme ça avec Marcel Bassolé. Mais avant, je demande à Marcel Bassolé de vous présenter déjà ce pays. C'est la Guinée équatoriale. Regardez, qu'est-ce que c'est la Guinée équatoriale? Grâce aux images envoyées de ce pays par Stéphane Négou, un caméraman émérite qui est partout. Dans la capitale économique du Cameroun, à Douala, il est reconnu grâce à sa moto, il sillonne tout et veut toujours apporter la moindre image. On se dit à Douala, quand il n'y a pas Stéphane, c'est que l'information en image n'est pas reconnue. Nous allons vous présenter un pays. Ce pays n'est autre que la Guinée équatoriale. Dans cette Guinée équatoriale, vous verrez les atouts, les attractions, ainsi que les différentes perspectives. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, appelée officiellement República de Guinea Equatorial, est un pays d'Afrique centrale. Ancienne colonie espagnole pendant la colonisation européenne de l'Afrique, la Guinée équatoriale obtient son indépendance en 1968. La Guinée équatoriale est bordée à l'ouest par l'Atlantique, Golfe de Guinée et le Sao Tomé et Principe, au nord par le Cameroun, à l'est et au sud par le Gabon. Toutefois, la superficie de 28 051 km du pays est éclatée géographiquement, car il comprend une partie continentale et une partie insulaire. La zone continentale enclavée entre le Cameroun au nord et le Gabon au sud et à l'est couvre quelques 26 017 km et il n'existe guère de données officielles sur cette question. Appelée le Mbini, anciennement le Rio Muni, cette zone abrite la ville portuaire la plus importante du pays, Bata. Elle comprend également un prolongement administratif de 3 îlots au large des côtes Corisco, 15 km, la petite Elobé ou Elobé Chico, 0,25 km, et la grande Elobé ou grande Elobé, 0,5 km. Quant à la zone insulaire, elle compte d'une part l'île de Bioko, 2017 km, appelée auparavant Fernando Po. D'autre part, l'île d'Annobon, 17 km, appelée quelque peu Pagalou. L'île de Bioko a pour chef-lieu la capitale Malabo, à l'extrémité nord de l'île. Elle est située à quelques 300 km de la partie continentale du pays et à seulement 60 km du port de Douala au Cameroun. Quant à l'île d'Annobon, elle se trouve au sud de plus de 640 km juste en face du Gabon. Depuis les années 1990, la Guinée équatoriale est devenue un important pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Les langues officielles sont l'espagnol, le français et le portugais. Cependant, l'espagnol est de loin la langue officielle la plus parlée. Les Fans sont le groupe ethnique dominant et représentant plus de 85% de la population. Les Boubis, indigènes de Bioko, sont le deuxième plus grand groupe ethnique et représentent environ 6,5% de la population. Quatrième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et septième à l'échelle du continent. La République de Guinée équatoriale a connu une croissance rapide dès les années 90 par la découverte des vastes hydrocarbures. Toutefois, son produit intérieur brut, en sigle PIB, estimé à 12,49 milliards US. En 2017, s'est grandement contracté depuis la crise pétrolière de 2014. Face à cette problématique de dépendance au pétrole, les autorités guinéennes travaillent à l'assainissement de leurs comptes publics et à l'éventuel établissement d'une facilité de crédit élargie en concertation avec le Fonds monétaire international, en sigle FMI. Si ses principaux atouts restent assurément sa stabilité politique, la qualité de ses infrastructures et ses réserves, oil and gaz, la République de Guinée équatoriale développe aussi une réelle politique de diversification économique pour promouvoir ses secteurs d'avenir, tels que la pêche, l'agriculture et le tourisme. Les principaux enjeux sectoriels, le secteur oil and gaz, la pêche, l'agriculture, le tourisme, le secteur oil and gaz, parlons-en. Pilier économique et historique du pays.
Le secteur pétrolier guinéen a généré dès son origine des revenus très élevés permettant au pays de développer de solides infrastructures nationales. En 2005, la production atteignait encore 360 000 barils par jour, pour seulement 206 barils en 2017. Ainsi, la crise pétrolière 2014, ayant vu le prix du baril dévisser de 100 à 28 $, a impacté durablement la capacité d'investissement des autorités guinéennes. Toutefois, le secteur, après cette redescente en 2018, tend à se stabiliser pour 2019. De plus, le pays, outre ses réserves pétrolières, compte des réelles ressources gazières et reste aujourd'hui le seul en Afrique subsaharienne à avoir une usine de liquéfaction de gaz naturel dont il est grand producteur. Parlons de l'agriculture. La Guinée équatoriale dispose d'un des grands potentiels pour le développement d'une production agricole. Son climat, favorable à toutes sortes de cultures tropicales et sous-tropicales. Son sol très fertile, ses précipitations ainsi que ses réserves d'eau abondantes offrent des opportunités exceptionnelles pour le développement de l'agro-industrie, bien que la production y soit encore faible compte tenu de la prépondérance historique du secteur pétrolier. Ainsi, les opportunités d'investissement sont nombreuses et ce, notamment dans la production et la transformation du cacao et du café, la production de jus et de ses dérivés, la production et la transformation d'huile de palme, la production et la transformation d'huile de noix de coco, la fabrication de savon, la fabrication d'engrais, la production et la transformation du manioc, la production et la transformation de la canne à sucre, la raffinerie de sel. La pêche, parlons-en. Entourée par 644 km de côtes et par 314 000 de zones économiques exclusives, la Guinée équatoriale regorge d'une grande variété d'espèces grâce à la structure de son secteur marin et grâce à son réseau fluvial bien développé. Si la pêche industrielle a connu une grande chute dans sa production au cours de ces dernières années, passant de 270 tonnes de production en 2008 à moins de 200 tonnes en 2010, principalement en raison des difficultés organisationnelles, le secteur devient aujourd'hui prioritaire pour le pays. Ainsi, la Guinée équatoriale envisage le développement de l'industrie et de la pêche pour l'autosuffisance du marché interne et ambitionne de devenir le leader régional de la production marine et de sa commercialisation. Avec un potentiel annuel de production avoisinant les 75 000 tonnes, les principales opportunités du secteur restent le développement et l'aquaculture en eau salée et en eau douce, la création de stations de transformation des produits de la mer, la pêche artisanale, le montage et la réparation des filets et d'appareillage. La République de Guinée équatoriale a pour capitale Malabo, et comme je disais tantôt, les langues officielles sont l'espagnol, le français et le portugais. Sa population avoisine 1 715 000 habitants, selon la Banque mondiale en 2023. Sa devise est le franc CFA, sa superficie 28 051 km² et l'indicatif téléphonique c'est le +240. Quant à son président de la République, il n'est autre que Teodoro Obiang Mbazogo, chef de l'État de la République de Guinée équatoriale. Voilà pour ceux du Nord, à savoir de France, du Canada, des États-Unis, qui ont encore du mal à comprendre que l'Afrique avance à pas sérieux, je dirais, à pas de garantie. Et qu'en Afrique, on n'est pas aussi malheureux qu'on veut faire croire. Vous avez dans cette émission l'occasion de comprendre tous les atouts, les perspectives, les avantages des différents pays d'Afrique. On a eu pour coutume désormais de vous en présenter. Vous avez su énormément de choses sur la Guinée équatoriale, qui est ce pays lusophone situé au cœur de l'Afrique centrale. Je peux tout simplement rassurer aux uns aux autres que toute l'équipe de CNN Cameroun est très heureuse de diriger ce programme. Un des avant-derniers avant le 31 décembre 2024. Et avec toute cette équipe du Cameroun, nous aussi, nous sommes heureux comme ça de présenter depuis Douala cette émission. Douala au Cameroun. C'est l'heure du grand format.
Dans ce grand format, et la Côte d'Ivoire fait partie de 4 ou 5 pays qui vivront des élections présidentielles en 2025, et à titre de rappel, en 2025, il faudrait savoir que la Côte d'Ivoire, la Guinée, Guinée-Conakry bien sûr, la Guinée équatoriale aussi, le Gabon et le Cameroun vivront des élections présidentielles qui sont considérées comme des élections majeures. Nous avons focalisé nos caméras, dirigées à Abidjan par Ousmane Coulibaly, assisté de Lévi Tovonant, sur la Côte d'Ivoire pour voir un tout petit peu le phénomène de la décentralisation. Quels sont ses atouts, quels sont ses bénéfices? Et la caméra d'Ousmane, avec la voix des Ivoiriens, nous en font écho. C'est l'heure du grand format. Mes impressions sur la décentralisation de nos administrations à l'intérieur du pays. C'est un sujet qui est important puisque ça va permettre à certaines populations de faciliter l'accès à certains documents administratifs. Ça va permettre à d'autres personnes de ne pas réellement venir à Abidjan pour pouvoir faire certains documents administratifs. Vraiment, ça va faciliter la vie de certaines personnes. Et aussi, ça va permettre aussi de créer de l'emploi à l'intérieur du pays. Voilà, ça va faire de sorte à ce que tout le monde ne sera pas obligé de converger vers Abidjan. Aujourd'hui, Abidjan est saturé. Pour se loger, c'est compliqué. Pour même se déplacer, c'est compliqué. Les embouteillages, à répéter, tout et tout. Donc du coup, si l'administration est représentée à l'intérieur du pays, je pense que ça va jouer un rôle favorable dans la décentralisation même de la ville d'Abidjan. Donc pour moi, c'est un sujet essentiel. Il faut que l'État songe à ça. Ce que je pense de la décentralisation de nos administrations dans les villes de l'intérieur, c'est que l'État doit faire l'effort de penser aux jeunes qui sont à l'intérieur parce que l'intérieur, il y a beaucoup de villes qui ont beaucoup d'atouts. Donc l'État doit faire l'effort de mettre des administrations là-bas, surtout au niveau des papiers. Quand on veut faire les papiers, c'est vraiment compliqué. Il faut forcément se rendre à Abidjan et ce n'est pas vraiment intéressant, ça fatigue beaucoup. Donc si l'État pense à ça, je pense qu'ils nous feront plaisir. Ce que je pense de la décentralisation de nos différents ministères à l'intérieur du pays est que c'est une très belle proposition. Et que cela aussi va permettre à ce que nos différents parents à l'intérieur puissent faire les papiers sur place au lieu de se déplacer et venir à Abidjan. Il y a certains aussi qui ne connaissent pas Abidjan et se paient. Et dans cela aussi, ils gagnent aussi des agressions et on leur fait du mal. Et j'aimerais que l'État aussi pense à ces personnes aussi et envoie aussi l'administration à l'intérieur pour leur faciliter aussi la tâche. Mes impressions pour la décentralisation de nos différents ministères régionaux sont une très bonne chose pour nous. Ça va permettre de désengorger un peu Abidjan, qui est la capitale. Et puis surtout, ça va aussi amener toutes ces personnes désireuses à vouloir venir forcément à Abidjan à rester un peu chez elles. Voilà, parce qu'on va trouver tout ce qui est ministère dans chaque région. Donc quand c'est comme ça, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon à encourager. Moi, j'exhorte le gouvernement à surtout à accélérer ce processus-là pour que en tout cas, Abidjan puisse respirer encore et que l'intérieur aussi de nos pays soit visité. Car l'intérieur aussi, on y trouve de tout. Il y a de bonnes choses. Et puis encore, si nos ministères encore sont là-bas, on n'a pas besoin de forcément venir à Abidjan pour pouvoir faire des pièces, pour pouvoir s'établir certains documents. On peut faire tout là-bas. Donc j'encourage le gouvernement à accélérer le processus. Je pense à la décentralisation, administration à l'intérieur du pays, mais cela va droit au cœur. Quand tu fais un travail et que quand il s'agit de faire les dossiers, tu vas venir à Abidjan, tu vas faire tout ça là, vraiment. Je remercie le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, Ado et Brado. Ado, regarde bien, moi je vous dis la vérité. J'ai dit toi seulement là, tu n'as pas encore fini le développement. Tu dois rester, tu dois finir tout avant de partir. Ça sera encore mieux si l'État de Côte d'Ivoire met d'autres ministères à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Pour moi, ça sera encore mieux parce que ça va éviter beaucoup de choses. Il y a d'autres comme ça qui veulent aller au travail. Ils vont laisser leur travail pour venir, sur Abidjan ici pour venir faire, on appelle ça comment même, certains documents et autres. Voilà, pour moi, c'est mieux. Voilà. S'ils ont mis d'autres ministères à l'intérieur, ça sera encore plus mieux. Je pense que c'est très important parce qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan seulement qu'on fait le passeport. Si par exemple quelqu'un est à l'intérieur pour faire son passeport, il est obligé de venir à Abidjan, chose qui est un peu compliquée. Il y a aussi l'INGS, une école vraiment très bonne, mais qui est située seulement à Abidjan. Les gens sont obligés de quitter partout ailleurs pour venir. Pourtant, s'il y a la décentralisation, on peut aussi ouvrir une autre école là-bas. Comme ça, les gens iront au moins découvrir d'autres villes de la Côte d'Ivoire et il y aura beaucoup plus d'émergence. Voilà, la Côte d'Ivoire va plus se développer.
mon impression sur la décentralisation au niveau de l'administration, elle est bonne. Mais il ne faudrait pas que ce soit des paroles en vain. Il faut que ça se réalise. Mais j'ai l'impression que parmi les fonctionnaires, il y a les uns qui refusent d'aller à l'intérieur, qui veulent rester soit dans la capitale. Et c'est difficile. Tout le monde n'est pas fait pour Abidjan, mais tout le monde ne peut pas rester à Abidjan. Hein? Mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'administration, les gens qui vont à l'intérieur, ils sont ciblés. En tant qu'Européenne et quelqu'un qui a déjà vécu dans pas mal de pays, je suis très à faveur de la décentralisation parce que comme ça, les citoyens ils ont une possibilité de faire ces démarches dans les villes ou dans les communes où ils habitent. Et c'est beaucoup, ça économise de temps, d'argent. Le deux pour les citoyens et aussi pour le gouvernement, parce que comme ça, il y a plusieurs organisations dans les pays, il y a plusieurs villes dans les pays qui peuvent faire toutes les démarches administratives dans différentes zones. Cette décentralisation en Côte d'Ivoire de nos grandes villes est faite pour rassurer les uns et les autres et voir un tout petit peu comment se fait le développement. Et tout en remerciant toute l'équipe de CNN Côte d'Ivoire pour ce grand format, je tiens seulement à vous rappeler que nous sommes au Cameroun et grâce aussi à notre partenaire officiel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant d'avoir accordé de votre temps pour regarder ce programme, je tiens à vous rappeler toutes les rediffusions, à savoir sur cnntv.ci. Vous pouvez regarder toutes les rediffusions sur ce petit écran. Ou encore, si vous aimez, si vous êtes un féru d'informations politiques, vous avez 24 heures sur 24 sur www.siwebinfo.net. Et là, vous avez de l'information en continu, 24 heures sur 24, et je précise, non-stop. Retenez qu'en remerciant toutes les équipes de CNN Cameroun pour cette émission, je pense à Stéphane Égou, je pense à Séverin Tchatchouin, de grand maître de son, à Richard Geragozo, à Charlotte Abdoulaye, Eric Bikek et toute l'équipe de reportage de ce programme qui veille sur ce programme en Côte d'Ivoire. Ousmane Koulibaly, Lévite Eddy Vonon et Marcel Bassolé, tout en vous rappelant simplement que vous avez fait le bon choix sur ce petit écran. Je suis Constieka. Au revoir.